en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Mythologie du 12 de Célestin de Méus, paru aux éditions du Sous-Sol en 2024. Au solstice d'été, Théo et son ami Max se retrouvent sur un parking pour tuer le temps en buvant des bières et en fumant des pétards. Parallèlement, Rambout, médecin irascible, quitte l'hôpital et rentre chez lui dans sa belle maison isolée en lisière de forêt. La trajectoire de ces personnages aux univers antinomiques, qu'on suit d'abord par intermittence, finit par se croiser. Les deux jeunes sont à la recherche d'un lieu paisible où passer la nuit. De son côté, le docteur, que sa femme a quitté avec ses deux fils, profite du calme de sa maison pour tenter de faire le point. Tout semble les opposer, leurs origines, leurs attentes. Mais l'ennui, l'ivresse et la peur les rapprochent contre toute attente. Un premier roman tendu et rythmé, dense et sombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comptèrent Théo et Max, adossés aux rambardes branlantes, assis sur la galerie pourrie de la cabane, une bière tiède et éventée en main, face au petit étang que l'obscurité recouvrait de plus en plus, pour ne laisser qu'une zone d'ombre bleue, virant au noir, à la surface laiteuse, striée de 2 ou 3 remous que dessinaient les punaises d'eau et les girins, bientôt rejoints par les moustiques. Les lourds nuages étaient maintenant partis, et avec eux la menace de l'orage, au profit d'un ciel pur et dégagé, où commençaient à pointer quelques étoiles, dans un air clair, chaud, et néanmoins un peu plus frais qu'une heure ou deux plus tôt, une atmosphère au travers de laquelle les 10 coups de cloche fusèrent, de la petite chapelle à 500 ou 600 mètres de là, jusqu'à cette clairière, 10 coups qui venaient de passer voler au-dessus de la maison du docteur, qui raccrocha à cet instant avec Françoise, après une conversation de 2 ou 3 minutes, où elle n'avait cessé de lui reprocher un nombre de choses incalculables, à commencer par sa lâcheté. « Tu es un lâche », avait-elle dit, « un lâche et un cochon ». À quoi Rambout n'avait fait qu'acquiescer sans bruit, ne pouvant rien répondre, puisque de toute façon cela n'aurait servi à rien. Alors il l'avait laissé débiter ses remontrances et invectives, insultes et revendications, pendant 2-3 minutes, avant de lui demander « Bon, et alors quoi ?» Ce que Françoise avait semblé ne pas comprendre. « Alors quoi, quoi ?» avait-elle répondu, comme si elle s'était rendue compte à l'instant même qu'elle avait son mari au téléphone, avant de se souvenir de la raison de son appel. « N'oublie pas de venir les prendre demain. Demain 9h, avait conclu Françoise. Puis de raccrocher aussi brusquement qu'elle l'avait insulté, et à peine le docteur reposa-t-il, ou plutôt balança-t-il son téléphone sous la petite table basse qu'il entendit les 10 coups de cloche traverser l'air au-dessus de sa tête. La gorge sèche, suant, accablé de chaleur, sur quoi il se leva, ouvrit la porte-fenêtre du jardin pour aérer, puis alla droit sur le frigo, fit tomber 3 glaçons dans le fond de son verre et le remplit de whisky, histoire de se détendre un peu, car l'appel de Françoise venait de lui flanquer les nerfs, comme d'habitude, se dit Rambout, qui se posta devant l'entrebâillement de la porte-fenêtre et, profitant du mince filet d'air frais qui lui arrivait droit sur le visage, il essaya de regarder le ciel et les premières étoiles. Seulement l'obscurité naissante lui renvoya ses traits, et un instant, il s'imagina faire face à un miroir sans teint, derrière lequel un autre le regardait, de ses yeux noirs, et dont les cernes et les joues creuses lui renvoyaient sa propre fatigue. Et le docteur réalisa soudain, en voyant ce visage qui lui appartenait, mais qu'il avait du mal à reconnaître, qu'il manquait de sommeil, qu'une nuit complète, comme il n'en avait pas dormi depuis combien ? Depuis des lustres, lui ferait certainement le plus grand bien, lui serait salutaire, littéralement. La dernière fois que le docteur avait ressenti ça,
cette sorte d'altérité violente et de pitié immense pour sa personne, il avait 22 ans et traversait la période la plus sombre de sa vie. Il avait échoué dans un vieux bar à Liège, un bar dans les toilettes duquel il s'était observé de la même manière, sans reconnaître ses yeux, ses traits, ni rien de ce qui, 22 ans durant, avait constitué une forme d'identité. Alors une indicible vague d'agitation et d'épuisement et de dépossession, comme à cet instant même, était montée en lui, et le docteur avait senti l'envie, voire le besoin d'éclater le miroir avec son poing, ce qu'il avait fini par faire, sans parvenir à le briser. Pourquoi pensait-il à tout ça maintenant? Il n'en savait rien. Ce souvenir ne lui était jamais revenu, et pourtant le docteur se revoyait dans ce vieux bar avec une précision glaçante. Rassemblant toute son énergie pour se calmer, « Respire, se dit Boots, qui détourna les yeux et regarda son bois sombrer dans la pénombre. Les nuages s'en allaient, et le ciel commençait doucement à laisser entrevoir quelques étoiles sur lesquelles il se concentra enfin en sirotant son whisky. En essayant de se détendre, d'inspirer, expirer profondément, de profiter du calme, de la beauté, se laissant simplement porter par le silence et les contours de plus en plus aqueux des ombres, exactement comme le faisaient Théo et Max, à 300 ou 400 mètres de là. Ils observaient le ciel, l'étang et la forêt bleutée en buvant de petites gorgées de bière, profitant de ce calme, des quelques coassements au bord de l'eau, des vrombissements d'insectes dans la nuit, dans ce presque silence dont ils profitaient d'autant plus qu'il leur était quasiment étranger, puisque là où Théo et Max vivaient, un tel silence n'existait pas, sauf peut-être quelques heures par jour, ou plutôt quelques heures par nuit, entre 2 et 4 heures, ou entre 3 et 4, et encore, pas tous les jours. Pas le samedi ni le dimanche, par exemple. Pas les soirs de sortie, mais en semaine, aux heures où la circulation est inexistante, ou quasiment, et lorsque plus personne, ou presque, ne traîne plus dans la rue, en ces instants, oui, il leur était possible d'entendre, de profiter d'un tel silence. Les coassements et les bruits de forêt en moins, évidemment. Mais malgré tout, entre 3 et 4 heures, chez eux, cela ressemblait au silence dans lequel ils baignaient maintenant. Un silence que Max rompit, après avoir avalé une gorgée et secoué légèrement sa canette pour jauger de son contenu, ou plutôt de son absence de contenu, en disant « Vieux, on est à sec ». Alors Théo lui demanda s'il ne lui restait rien, à tout hasard, dans sa bagnole. « Je ne crois pas, dit Max, avant d'ajouter, après quelques secondes de réflexion, et comme s'il avait eu une révélation, « Putain, si, possible qu'il me reste un rosé. Il doit être bouillant, dit-il, mais on peut aller voir. » Sur quoi Théo avala sa dernière gorgée de bière, en penchant la tête en arrière, pensa à Ouranos, en essayant de se rappeler comment le ciel était devenu le ciel, en vain, finissant par se dire que ce n'était pas le moment et qu'il creuserait le truc le lendemain. Puis il pinça sa bière pour signifier qu'elle était vide aussi, et dit à Max « Vas-y, on peut aller voir ce que ça donne, ouais. » Et tous deux se levèrent sur la galerie pourrie de la cabane, en descendirent les quelques marches branlantes et reprirent le chemin par lequel ils étaient venus. Dans le noir, quasiment total, en direction de la Clio de Max, garée à l'entrée sud du bois, éclairée simplement par le flash de leur téléphone, ce qui, soudain, éveilla la curiosité du docteur Boots, qui, toujours debout devant sa porte-fenêtre, se dit à la vue d'un halo bleuté apparaissant, disparaissant entre les arbres, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» se répéta Boots, que la simple vision ou hallucination des flashs avait fait brusquement sortir de cette brume dans laquelle il était encore plongé quelques instants plus tôt. Et revenant à lui, il se glissa par la porte-fenêtre, ébaucha quelques pas sur sa terrasse pour s'approcher et observer le bois attentivement, la bouche ouverte, les yeux plissés, extrêmement concentrés, à l'affût, comme à la chasse. Mais il eut beau examiner attentivement le bois, le halo bleu ne réapparut pas, et pour un court instant, Boots se demanda s'il n'avait pas rêvé. « J'ai pas rêvé quand même, » dit le docteur à haute voix. Puis il se pinça l'arête du nez, se frotta les yeux, et, n'entendant résolument rien de suspect nulle part, n'entendant en fait rien, strictement rien, hormis le bruit du couple de chouettes qu'il savait tapis à l'orée du bois,
Le docteur en conclut que ce devait être, je ne sais pas, le reflet de la lune ou quelque chose comme ça. Si bien qu'il retourna s'asseoir sur le canapé, où à plusieurs reprises il fut tenté de saisir son portable et d'appeler sa femme. Ou plutôt non. Il fut tenté de lui envoyer un message, mais un message dont elle se souviendra, un message dans lequel il la traiterait de tous les noms, en commençant par lui rappeler que s'il y avait quelqu'un de lâche, c'était bien elle. Oui, il lui dirait ces 4 vérités, une bonne fois pour toutes, comme il aurait dû le faire il y a longtemps déjà. Quand elle était partie, l'avait abandonnée, pensa Rambouts en saisissant son téléphone, qu'il déverrouilla, puis il alla sur la conversation avec Françoise, où il se mit à rédiger un tas de choses qu'il effaça, réécrivit, réeffaça, et ce plusieurs minutes durant, jusqu'à ce qu'il se dise que tout cela ne servirait à rien, d'autant qu'elle pouvait encore demander le divorce, lui prendre la garde d'Achille et Grégory, voire essayer de partir avec le fric. 50% de sa fortune, avec pension alimentaire et tout le tintouin, douée comme elle était devenue pour ce genre de choses. Cela ne l'étonnerait pas. Elle qui, quelques années plus tôt encore, parlait en nous lorsqu'il était question de son mari, ou qui disait on ferait bien ceci ou bien cela lorsqu'elle voulait que le docteur s'occupe de quelque chose, qui ne pouvait avoir d'autres opinions, avis ou goûts que les siens, eux qui étaient toujours d'accord, vivaient en équilibre, qui n'avaient que rarement un mot plus haut que l'autre. Quelque chose s'était transformé en elle, muté. Elle avait pris, non pas de l'assurance, mais quelque chose comme de l'audace et de l'orgueil. Depuis quelques années, elle était bien capable, oui, de lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc non, ça sert à rien, se répéta le docteur, qui abandonna son projet, balança à nouveau son téléphone sur la petite table basse, en se disant, tandis qu'il se levait et se dirigeait vers la cuisine, qu'il ferait mieux de manger un morceau. Oui, mais quoi? Se demanda Rambouts, debout devant son frigo, dans la porte duquel traînait une bouteille de vin blanc à moitié vide, que le docteur ouvrit et renifla avant d'inspecter chaque étage du frigo, où il découvrit un reste de pâte dont il retira le film plastique, qu'il renifla également, en se disant que ça allait le faire. « Ça va le faire, » dit Max, en saisissant la bouteille de rosée tiédasse, limite chaude, dans le fond de son coffre. Oui, c'était encore une chance qu'il se soit rappelé avoir cette bouteille. Bon, cela devait faire quelques jours, voire quelques semaines, qu'elle traînait là. Mais selon lui, oui, vraiment, il ne voyait pas pourquoi ça ne le ferait pas. D'ailleurs, avec un peu de chance, en la plongeant dans l'eau, ajouta-t-il, elle serait fraîche en 10 minutes. Ce à quoi Théo acquiesça et dit « Fais quand même voir » en s'emparant de la bouteille que Max lui tendait. « Rosée d'Anjou, lut-il, puis d'ajouter « Bon, ouais, ça devrait le faire ». Sur quoi Max referma le coffre, puis s'éloigna de quelques pas, sur le bord du chemin, où il défit sa ceinture et se mit à pisser en regardant le ciel. Ce qui donna également à Théo l'envie de pisser un coup, qui s'éloigna de l'autre côté et se rappela soudain, en regardant le ciel, comment le ciel était devenu le ciel. C'est ça, se dit-il, en repensant à Ouranos. Et il vit tout à coup comment, à l'origine, le ciel recouvrait tout d'une nuit inextricable, de noir total, empêchant les titans et les sans-bras et les cyclopes, enfants qu'ils avaient eus avec Gaïa, la terre, de sortir du ventre maternel, puisqu'il, Ouranos, était affalé dessus, ce qui rendait Gaïa furieuse, car ses titans et ses sans-bras et ses cyclopes l'oppressaient comme jamais. Il l'étouffait, la rendait complètement malade aussi. Gaïa avait conçu le projet d'éloigner Ouranos, en montant leurs enfants contre lui, se rappela Théo en essayant de pousser son jet un peu plus loin, et leur avait dit que leur père, Ouranos, les soumettait, les torturait, sauf qu'ils avaient trop peur, tous, sauf Cronos, qui lui s'était dévoué, déterminé à affronter son père. Alors Gaïa lui avait fabriqué une arme, que Cronos, bloqué dans le ventre de sa mère, avait gardée dans sa main, à l'affût de l'instant où Ouranos, son père, viendrait baiser sa mère, ce qui, évidemment, puisqu'il ne semblait pas y avoir grand-chose d'autre à faire en ces temps-là, était arrivé. Et quand la queue d'Ouranos s'était trouvée dans Gaïa, Cronos en avait profité pour la lui attraper et la couper d'un geste ferme avant de tout jeter dehors, arrosant la terre, sa mère donc, de grosses giclées de sang et de semences, le reste finissant dans la mer, sur quoi, pris d'une douleur extrême, Ouranos avait poussé un cri épouvantable, atroce, tragique, et s'était exilé le plus loin possible de Gaïa, en haut,
où il avait formé le ciel, se rappela Théo, joyeux, ressentant un dernier frisson lui remonter l'échine, tandis qu'il se secouait. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.